Salut, c'est Julien. Alors, si tu es photographe débutant, cette vidéo est faite pour toi, puisque en fait, je vais expliquer le matériel photo pour la photographie de paysage. Donc, si tu es débutant, que tu aimerais commencer la photographie de paysage, mais que tu n'as pas le matériel, ou alors que tu as le matériel, mais tu aimerais le compléter ou l'améliorer, etc. Cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'expliquer un petit peu tous les accessoires photo qui sont nécessaires pour la photographie de paysage, mais aussi les accessoires photo que tu peux rajouter, au moment où tu vas t'améliorer en fait. Je suis Julien Bukowski, photographe de paysage et coach pour photographes amateurs. J'aide les photographes amateurs en donnant des cours sur le terrain au moment de la prise de vue, des cours de développement photo et des cours de post-traitement photo. Si tu es intéressé par un cours, n'hésite pas à consulter mon site web. Il y a plusieurs cours qui sont proposés et tu peux même me contacter si tu veux un cours un peu plus adapté à tes besoins. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être informé des nouvelles vidéos. Tu peux aussi t'inscrire sur mon blog afin d'être informé par email quand je sors un nouvel article. Alors on va voir le premier point. Le premier point, c'est quel appareil photo choisir. Alors tu le sais sûrement, au niveau de l'appareil photo, on peut dire que tu as le choix. Il y a de nombreuses marques qui produisent des appareils photo. Je ne suis pas sponsorisé, donc je ne vais pas mentir sur le meilleur appareil photo ou sur le moins bon. Je ne vais pas les comparer. C'est vraiment à toi de regarder en fonction de tes besoins, en fonction des caractéristiques qui sont importantes pour toi et évidemment de ton budget. C'est vraiment à toi de regarder en fonction de ça et de définir ton appareil photo. Ce que tu dois faire en fait, c'est cibler les caractéristiques dont tu as le plus besoin. Par exemple, quand j'ai choisi mon appareil photo, j'ai commencé par regarder un petit peu les différentes résolutions des appareils photo, les capteurs, etc., etc. Je me suis orienté vers la marque Nikon parce qu'en fait je souhaitais la plus grande résolution possible pour avoir une qualité, la meilleure qualité possible, pour pouvoir prendre des photos et agrandir des photos comme ça, mais voire encore beaucoup plus grandes. C'est pour ça que je me suis orienté vers le Nikon D800. C'était vraiment lui qui m'apportait vraiment la meilleure résolution. Et même si son prix était un peu plus cher que le 5D Mark III de Canon, je savais que la qualité en fait de la photo serait meilleure et qu'au niveau de développement photo et post-traitement photo, j'aurais aussi plus de marge, plus de facilité. Mais avant Nikon, parce que j'ai pas toujours été avec Nikon, j'ai eu quand même un Panasonic, j'ai eu un Bridge, j'ai eu un Sony, etc., etc. Donc c'est vrai que je suis passé par plusieurs marques et j'ai un petit peu testé les différentes marques. Maintenant, je continue avec Nikon. Donc, j'ai maintenant le Nikon D850. Pourquoi? Parce que la qualité est exceptionnelle. J'ai une résolution qui est encore bien meilleure que le Nikon D800. Et c'est ça qui me permet en fait de réaliser des impressions très haute qualité en grand format. Et c'est pour ça aussi que de nombreuses sociétés m'ont demandé pour leur bureau ou pour leur cafétéria de fournir ce type d'image. Donc la qualité de ces photos-là, elle me permet vraiment de travailler plus facilement dans Adobe Lightroom et puis Adobe Photoshop. C'est la qualité du capteur plein format qui me permet aussi de capter vraiment les atmosphères que je souhaite, les lumières d'une meilleure qualité, on va dire. Et c'est ça en fait que j'étais pas capable d'immortaliser en fait dans le passé avec d'autres appareils photo d'une gamme inférieure.
Alors pour faire ton choix sur quel appareil photo choisir, tu dois aussi comprendre que Canon et Nikon sont vraiment les marques principales. Ça veut dire qu'en fait, tu vas avoir beaucoup plus d'objectifs avec ces deux marques. Et puis l'avantage aussi, c'est que certains objectifs vont être moins chers. On aura aussi des marques type Sigma ou Tamron qui vont produire des objectifs pour ces deux marques. Bon, ils produisent aussi pour les autres marques, hein, bien sûr, mais ils vont produire pour ces deux marques et on va avoir finalement des objectifs qui vont être légèrement moins chers. Et puis, bien sûr, si tu veux des objectifs haut de gamme, tu peux toujours trouver aussi les objectifs haut de gamme. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une large gamme d'objectifs et tu peux choisir facilement ce que tu souhaites et ce qui est adapté pour toi. Regarde bien les commentaires des différentes personnes qui ont acheté ces objectifs, qui ont acheté ces appareils photo en fonction du domaine que tu veux faire. Et puis voilà. Je ne vais pas donner de conseils particuliers, simplement c'est vrai que par exemple il y a des choses qu'on entend comme par exemple les batteries Sony qui sont pas très qui durent pas très longtemps l'hiver, on va dire. Mais voilà, essaye de réfléchir à ton matériel photo, pas non plus pour maintenant, mais pour le futur. Parce que finalement, tu vas t'engager avec une marque et puis tu vas rester tout le temps avec cette marque-là. Parce que si tu changes de marque, tu vas devoir investir. Tu vas devoir changer tous tes objectifs. Et c'est là que ça va être un peu plus cher, un peu plus compliqué, en fait, finalement, de switcher de marque, de changer de marque, d'accord? Donc, réfléchis bien au départ. Prends ton temps pour réfléchir sur le matériel futur. C'est pas parce que tu achètes un appareil photo peut-être entrée de gamme pour l'instant, que tu ne vas pas évoluer par la suite avec des appareils photo qui seront un peu plus élevés, un peu en gamme. Et du coup, il faut que tu réfléchisses déjà pour le futur, à savoir, est-ce que tu resteras avec cette marque-là ou pas? Donc choisis la bonne marque dès le départ. C'est la même chose aussi pour les filtres, etc. Vérifie que tu peux utiliser des filtres avec les objectifs de la gamme. Que les objectifs de la gamme ne sont pas trop grands, parce que bien sûr, plus l'objectif est grand, plus le filtre va coûter cher si tu prends un filtre qui s'adapte, qui se tourne dessus. Hein. Sinon, tu as aussi les autres filtres qui sont un petit peu plus larges. Mais voilà. Alors voilà la bête, donc en fait le Nikon D850. Et puis, la plupart du temps, je monte un grand angle dessus. Tu vois, avec un filtre polarisant. Donc c'est un filtre polarisant de la marque Nisi qui se visse dessus. J'ai aussi un L-bracket que je te présenterai tout à l'heure. Et puis voilà, donc c'est un excellent appareil photo et vraiment j'adore en fait travailler avec et j'ai des super résultats vraiment en partie grâce à la qualité de ce capteur et de cet appareil photo. Voilà. Alors abordons maintenant le deuxième point important du matériel photo, c'est l'objectif que tu dois utiliser pour la photographie de paysage. Alors, premier type d'objectif, le grand angle, c'est quoi cet objectif grand angle? En fait, voilà, donc ça c'est un grand angle, comme ça, hein, tu vois pas la différence. Il n'y a pas énormément de différence au visuel, mais en fait le grand angle c'est un objectif avec une petite focale et puis plus la focale est petite, plus l'angle de prise de vue sera grand et donc en fait plus ta scène sera large. Alors c'est un objectif qui est très utilisé en photographie de paysage parce qu'il te permet vraiment d'avoir des scènes beaucoup plus larges et puis il te permet d'intégrer plus facilement tous les éléments de ton plan, de tes plans et notamment ton premier plan. Tu peux facilement par exemple photographier des fleurs au premier plan, des rochers, et même tu peux intégrer en fait le sol et sa texture sur ta photo. Alors, si tu aimes déjà mes photos et mon style, tu dois déjà savoir que c'est un de mes objectifs préférés, le grand angle, et puis j'utilise un Nikkor 16-35 mm, donc d'excellente qualité, et c'est ça aussi qui me permet d'avoir des photos d'une netteté comme celle que j'ai.
Je te laisse par exemple regarder cette photo, donc la photo d'Aletsch. Au niveau des objectifs, il y a eu une influence au niveau du capteur, c'est-à-dire le capteur de l'appareil photo va avoir une influence, parce que si tu achètes par exemple un 16-35 comme moi, ce n'est valable que si tu as un capteur plein format. Par exemple, si tu possèdes un appareil photo avec un capteur APS-C, tu dois multiplier la focale de ton objectif pour avoir la focale réelle. C'est-à-dire par exemple que si tu as donc un Nikon avec un APS-C de chez Nikon et que tu as un 16-35, finalement ça va correspondre à un 24-52 mm. C'est-à-dire que tu dois multiplier en fait ta focale par 1,5. Alors fais bien attention à la taille de ton capteur quand tu choisis ton objectif et choisis ton objectif en fonction. Un point que j'aimerais aussi aborder, c'est la distorsion des ultra grands angles. Quand tu vas choisir ton objectif grand angle pour la photo de paysage, tu peux être tenté de prendre un ultra grand angle, c'est ce qu'on appelle un ultra grand angle, afin d'avoir encore plus de place et de pouvoir intégrer beaucoup plus d'informations dans ta scène, c'est-à-dire de cadrer encore plus large. Mais ce n'est pas vraiment un bon calcul. En tout cas, moi je te le déconseille parce que les ultra grands angles, finalement, ils possèdent une grande distorsion. C'est-à-dire que finalement, toutes tes géométries vont être bouleversées. Et puis, par exemple, concrètement, tu vas avoir des murs qui seront plus tout à fait droits. Donc, pour moi, c'est un peu un problème. Si par contre ça ne te dérange pas, alors n'hésite pas, mais moi en ce qui me concerne ça me pose problème en fait d'avoir des murs qui sont pas droits, même si finalement au développement ou en post-traitement on peut régler ça. Le problème c'est qu'on va perdre en faisant des recadrages et en corrigeant la distorsion, on va perdre certaines choses comme ça. Alors moi c'est pour ça que je te conseille de ne pas descendre en dessous de 16 mm, 14 mm ça peut encore aller, mais pas moins. Ensuite on a les objectifs zoom. Alors un objectif zoom c'est un objectif plutôt standard en fait qui va te permettre d'agrandir ta scène sans te rapprocher physiquement. D'accord ? La focale d'un objectif zoom elle est comprise à peu près entre 24 et 300 mm. Et puis en fait, en zoomant sur ta scène, ton objectif va réduire l'angle que tu seras capable d'immortaliser. D'accord ? Donc en fait, en gros, tu vas, au lieu de te rapprocher, tu vas zoomer et puis bien sûr tu vas voir, tu vas réduire le cadrage. Alors, si tu es uniquement photographe de paysage, je te conseille de composer ton matériel photo avec le moins d'objectifs possible parce que ça pèse lourd. Alors favorise la qualité de l'objectif et compose ton équipement photo de façon à couvrir toutes les focales finalement de 16 mm à 300 mm. Tu peux faire ça avec seulement 2 objectifs, c'est pas très compliqué. Par exemple, moi j'ai un Nikkor 16-35 et j'ai un Nikkor 24-300. Ça me permet en fait d'avoir seulement ces 2 objectifs quand je pars en voyage ou en randonnée et puis je reste relativement léger. Parce que tu verras que déjà, même avec ces 2 objectifs plus ton boîtier, plus éventuellement ton trépied, ça pèse déjà lourd. Alors ensuite, tu as encore un autre type d'objectif qui est le téléobjectif. Donc voilà, par exemple celui-ci. C'est une focale qui commence à peu près à 300 mm. Alors même chose que l'objectif zoom, il va te permettre d'agrandir ta scène sans te rapprocher physiquement et du coup il est particulièrement apprécié par les photographes qui gardent leur distance avec leur sujet, c'est-à-dire tu connais bien les photographes animaliers. Voilà, donc c'est pas vraiment l'objectif favori des photographes de paysage, mais c'est bien d'en avoir quand même un. Parce que ça te permet en fait de te rapprocher de scènes lointaines comme par exemple des montagnes. Ça te permet par exemple de prendre en photo des montagnes embrumées au loin et puis de faire un super cadrage avec ça. Alors moi j'ai choisi le Sigma Sport 150-600 mm parce que c'est un objectif qui est rapide, qui est aussi utilisé pour le sport. Et puis voilà. Mais comme tu vois, l'inconvénient majeur de cet objectif photo et de tous les objectifs photo, de tous les téléobjectifs, c'est sa taille qui est plutôt encombrante. Donc dans mon sac, ça prend pas mal de place. Et puis en fait, il est super lourd. Donc c'est pas l'objectif que tu vas prendre tout le temps, quoi. Alors maintenant, bien sûr, la question c'est comment choisir tes objectifs de paysage.
Le premier point, en fait, ça va être finalement le budget et les marques. Avant de choisir tes objectifs photo, la première chose que tu dois faire, finalement, c'est de définir ton budget. Parce que finalement, ça ne sert à rien de regarder tous les objectifs qu'il existe. Je veux dire, au niveau du prix, c'est juste énorme, hein, les différences. Donc finalement, ça ne sert à rien de regarder ce que tu ne pourras pas t'acheter. D'accord? Donc moi, je te conseille vraiment de fixer ton objectif, ton budget, pardon, ton objectif budget, on va dire. Fixe ton objectif budget dès le départ, sans rien regarder. Et puis ensuite, tu vas pouvoir commencer à regarder ce qu'il y a sur le marché pour ce prix-là. Après, moi je te conseille aussi de regarder sur le long terme. Parce que finalement, ça va te revenir moins cher d'investir dans un bon objectif de qualité tout de suite, ou d'ici quelques temps, plutôt que d'acheter un objectif bas de gamme, puis de changer par un objectif moyen de gamme, puis de changer encore après. D'accord? L'objectif, finalement, sur la durée, c'est justement d'acheter le moins d'objectifs possible et de ne pas changer les objectifs au fur et à mesure. Parce que sinon, tu vas en avoir pour plus cher. C'est le même principe, en fait, finalement, pour tout le matériel photo. L'idéal, c'est vraiment d'acheter ton appareil photo, d'acheter pas forcément l'appareil photo, parce que l'appareil photo, tu vas commencer avec un entrée de gamme, on est d'accord, mais l'objectif, c'est vraiment d'acheter le moins de matériel possible sur la durée, de le remplacer le moins souvent possible, et finalement d'investir en fait dans la qualité. Ça te reviendra toujours moins cher. C'est la même chose pour le sac, c'est la même chose pour le trépied, on en parlera après. C'est la même chose pour l'appareil photo, mais bien sûr les appareils photo, les boîtiers coûtent assez cher, donc voilà. C'est la même chose pour les objectifs. Les objectifs, tu les utiliseras peut-être toute ta vie si tu prends des objectifs de bonne qualité. Tu dois aussi regarder la marque d'appareil photo, d'objectifs photo, parce que la marque va changer le prix, va changer la qualité, etc. Donc voilà. Par exemple, tes objectifs Tamron n'auront pas la même qualité que les objectifs Nikon ou Canon, etc. Alors, il y a un autre point qui va te permettre aussi de choisir tes objectifs, c'est de regarder sur le site de DxOMark. Je vais te mettre un lien dans la description. C'est un site en fait qui est vraiment utile parce que il va te donner un petit peu les différentes qualités des objectifs, parce que c'est vraiment difficile de savoir ce que vaut un objectif photo en qualité sans l'avoir essayé ou sans l'avoir comparé à d'autres objectifs, d'accord? Et encore même, finalement, si on s'y connaît pas, c'est quasi impossible, c'est la grande galère. D'accord? Donc du coup, moi, ce que je te conseille, c'est quelque chose qui est plus simple, c'est d'aller voir un site comme DxOMark où ils ont référencé les différents objectifs de chaque marque et puis tu as le prix. Alors, bien sûr, tu peux peut-être avoir l'objectif un petit peu moins cher que ce qui est mentionné sur le site, mais moi, je te conseille d'aller sur le site pour voir un petit peu, avoir un état des lieux de tous les objectifs, leur comparaison les uns par rapport à l'autre, par rapport au domaine. Justement, en fait, sur ce site, les objectifs sont tous notés, etc. Et tu vas pouvoir les comparer, les classer, etc. C'est une vraie mine d'or. Alors ensuite, j'aimerais parler donc de mon deuxième point, qui est le trépied en photographie. Alors, je t'ai déjà parlé en fait du trépied dans d'autres articles. Il en existe de nombreux types, et puis finalement à tous les prix. Je vais juste récapituler ici quelques conseils pour que tu puisses choisir un trépied adapté. D'accord? Donc moi, voilà, Manfrotto, je ne suis pas sponsorisé, mais ce qui est important, c'est que tu puisses déplier ton trépied et puis qu'il soit à ta taille. D'accord? Si tu as un trépied trop petit, tu es obligé de te baisser, comme ça, c'est un peu la galère. S'il est trop grand, voilà, tu te mets sur la pointe des pieds. Il faut que vraiment tu puisses utiliser ton trépied dans toutes les situations. Alors, ton trépied, il ne faut pas non plus qu'il soit trop léger.
D'accord? Parce que si c'est bien pour la randonnée d'avoir un trépied léger, mais le problème c'est qu'il va bouger, il va être beaucoup plus, il va beaucoup bouger avec le vent, et même si tu peux fixer ton sac en dessous, par exemple, eh ben, c'est quand même problématique. Alors un trépied lourd comme celui-là, c'est clair, c'est plus difficile à emporter en randonnée, mais quand il y a du vent, ça bouge pas. C'est pareil, quand tu fais des photos au niveau enfin dans une rivière par exemple, et puis que tu mets le trépied dans l'eau, c'est vraiment galère en fait quand tu as des cascades ou quand tu as un courant qui peut être assez fort, le trépied va bouger. Un trépied qui est assez lourd va pas bouger justement, et c'est ça qui est intéressant. Sur ce point, moi je te conseille de favoriser un trépied qui est relativement robuste et pas trop léger. En deuxième conseil, je te conseille vraiment de prendre un trépied de bonne qualité. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux acheter un bon trépied que plusieurs mauvais trépieds. Ça te coûtera au final, ça te coûtera le même prix, mais pour une qualité supérieure. Et tu n'en utiliseras qu'un. Quand je donne mes workshops, c'est super fréquent en fait que je vois les participants qui déplient leur trépied et qui ont peur de le casser. C'est vraiment impressionnant en fait, parce que j'ai peur aussi de casser leur trépied la plupart du temps. J'ai un autre conseil, mon troisième conseil, c'est de ne pas utiliser de ball. Alors je sais, je vais m'attirer un peu les foudres de tous les photographes amateurs, etc. Parce que finalement, il y a de moins en moins de trépieds sans ball, de plus en plus de trépieds avec ball. Tout le monde veut une ball, etc. C'est super, mais en fait, c'est une grosse galère quand tu fais des panoramas, ou quand tu veux simplement régler le niveau un tout petit peu en gardant la même composition. C'est vraiment la grosse galère. Surtout que, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais les trépieds avec une ball, ils se dévissent aussi à partir d'ici. Donc en fait, dès que tu dévisses un petit peu, dès que tu veux faire un panorama, ou dès que tu veux déplacer un petit peu ta composition, tu as cette partie-là qui se dévisse, et puis le trépied, il commence à bouger un petit peu. Bref, je préfère largement des trépieds comme ça, en fait, où tu as une tête où tu peux régler horizontalement et verticalement le niveau. Ça te permet d'être beaucoup plus précis. Et puis, à mon avis, comme tu es beaucoup plus précis, tu es aussi plus rapide. Et au moins, il n'y a pas de travail en post-traitement pour redresser l'horizon après coup. Alors, il y a aussi... Donc mon quatrième conseil, finalement, ça se passe au niveau des pieds du trépied. Donc tu as plusieurs types, tu as des pieds de trépied qui se tirent comme ça, hein, tu vois que ça se tourne et ça se ferme. Et puis tu as d'autres trépieds où tu peux ouvrir un petit truc. Alors moi j'aime bien que ça se tourne parce que finalement c'est beaucoup plus rapide parce que tu peux desserrer tous les éléments d'un coup et puis les resserrer tous d'un coup. Tu vois, comme ça. Donc je trouve que c'est plus rapide, ça me paraît plus robuste aussi avec le temps. Maintenant, bon, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. C'est vrai que j'ai toujours eu avant des trépieds avec le petit truc qui se fixe, etc. Voilà, c'est pas indispensable d'avoir ce truc qui se tourne, cette petite bague qui se tourne. Donc moi je dirais, si tu peux avoir ça, essaye déjà, essaye au magasin. Si tu peux avoir ça, tant mieux. Et puis, voilà, ne te prends pas trop la tête avec ça. Alors, le troisième point, c'est vraiment, je pense, mon meilleur achat en photographie de paysage. C'est ce que j'appelle le L-bracket. Tu vois, le L-bracket, c'est ça. C'est cette partie-là. Alors, c'est un L-bracket Manfrotto. Hein, fais bien attention qu'il se fixe bien à ton trépied. Mais ce qu'il faut voir, en fait, c'est que quand tu prends en photo sur le trépied, quand tu le poses comme ça, sur le trépied, en position horizontale, pas de problème. Ok, ça fonctionne très très bien. Par contre, quand tu commences à vouloir prendre des photos en vertical, c'est là qu'on va avoir des problèmes avec le trépied, parce que sur des appareils photo comme ça, qui ont des bons objectifs, les objectifs sont assez lourds, donc en fait tu t'imagines que ton appareil photo il est comme ça, dans cette position-là, le trépied il est là, d'accord? Donc en fait tu dois déplacer la tête du trépied comme ça, ok?
Voilà, comme ça. Donc on imagine que c'est fixé comme ça. Et bien en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton objectif, comme il est lourd, il va provoquer un léger mouvement rotatif vers le bas. Souvent ici, en fait, les parties qui se fixent, alors j'en ai une ici, voilà, sont des parties en fait qui ont tendance à tourner un petit peu. D'accord? Donc c'est super embêtant. Et puis du coup, en fait, voilà, ton objectif, enfin ton appareil photo, il va descendre légèrement comme ça. Parfois tu ne le vois même pas. Et tu le vois finalement quand tu as pris ta photo, au moment où tu regardes ta photo sur l'ordinateur, parce qu'en fait, tu as un léger flou de mouvement. Et du coup, c'est un petit peu trop tard puisque tu es rentré à la maison, tu as fait tes photos. Et ça t'arrive souvent, en fait, quand tu fais des pauses longues. Parce que c'est justement le moment où le flou de bouger est le plus important finalement. Hein? Donc voilà. Donc moi, en fait, pour remédier à ça, j'ai trouvé, en fait, ces L-brackets. C'est vraiment le meilleur achat, hein, je te dis. Parce que finalement, tu peux prendre en position horizontale, comme ça. D'accord? Mais ensuite, tu peux prendre en position verticale et la seule chose que tu as à faire, c'est déplacer ton appareil photo comme ça. Donc déjà d'une, c'est super rapide. Et puis de deux, la tête de ton trépied, tu la laisses en position horizontale. Donc finalement, tu n'as plus de soucis. Tu as juste à déplacer ton appareil photo, donc super rapide. Et puis même comme ça, l'objectif ne descend pas parce que en fait, ta tête, elle est toujours en position horizontale, donc elle est stable. Voilà, donc vraiment, ça c'est la meilleure chose que j'ai achetée. C'est pas donné, hein, malgré tout. Je crois que c'est, je sais plus, c'est 80 €, quelque chose comme ça, une centaine de francs suisses. Donc c'est pas donné, mais voilà, ça vaut vraiment la peine en fait. Alors, le point suivant, c'est les filtres en photographie de paysage. Je sais déjà ce que tu es en train de penser. Tu te dis que les filtres, ça coûte cher. Alors, ce ne sera pas pour le moment, ce sera pour plus tard. Ou alors, tu te dis que c'est un petit peu trop créatif et puis que tu n'as pas envie d'utiliser de filtres pour la photographie de paysage. Ça, c'est possible. Ou alors, tu as encore une autre raison de ne pas utiliser le filtre dans ton matériel. Mais voilà. Alors écoute, je pensais la même chose que toi. Et c'est pour ça que, en fait, je vais te présenter plutôt seulement deux types de filtres qui ont finalement un véritable intérêt en photographie de paysage parce qu'on ne peut pas les remplacer en post-traitement. Je ne suis pas le genre de photographe qui va utiliser des filtres, plein de filtres, juste pour pouvoir utiliser des filtres, en fait. Je vais juste utiliser des filtres qui sont vraiment utiles et qu'on ne va pas pouvoir reproduire dans Adobe Lightroom ou Adobe Photoshop. D'accord? Contrairement, finalement, à tous les autres filtres que je ne vais pas te présenter ici. Et puis, ce qu'il faut savoir sur ces filtres que je vais te présenter, c'est que ce n'est pas des filtres qui changent fondamentalement ta photographie. D'accord? Dans des conditions différentes, tu obtiendrais la même chose que tu vas obtenir avec ces filtres. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est que je suis pas... Après, c'est chacun son choix, mais je ne suis pas le type de photographe qui va prendre un filtre pour changer complètement la photo. Je vais utiliser un filtre qui va me permettre de prendre des photos que j'aurais pu prendre dans d'autres conditions. Donc, parmi les filtres, on a d'abord, premièrement, le filtre polarisant. Donc, c'est celui que j'ai toujours sur mon objectif, pratiquement. Je ne vais pas rentrer trop dans l'aspect technique de ces filtres, parce que, voilà, sinon ce serait trop compliqué, et puis ça t'intéresserait probablement pas. Mais ce qu'il faut savoir sur ces filtres polarisants, ce sont souvent des filtres circulaires, je crois que ce sont que des filtres circulaires d'ailleurs. Ils filtrent la lumière pour ne laisser passer qu'une certaine partie de la lumière. Ce qui va provoquer une diminution ou une suppression complète des reflets. D'accord? Donc ça veut dire que si tu prends une photo d'une cascade, d'un lac, de la mer ou que sais-je, si tu utilises le filtre polarisant, tu vas pouvoir enlever ce reflet qui est souvent gênant. Donc ça va donner quelque chose de
de plus sympa, de plus photogénique, on va dire. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, le soleil provoque ce reflet sur les rivières, sur les lacs, etc. Et puis, finalement, si tu avais un peu moins de soleil ou si tu prenais ta photo à un meilleur moment de la journée, c'est pareil, ce reflet, tu ne l'aurais pas, en fait. Alors, moi, je te conseille d'ajouter, pour ce type de photographie, je te conseille d'ajouter un filtre polarisant pour réduire ou supprimer ce reflet. Et puis cela va te permettre aussi de garder la couleur de la rivière, au lieu finalement d'avoir un reflet blanc qui est parfois, et même très souvent, cramé en fait. C'est le même principe pour le lac, pour la mer, et puis ça marche aussi pour les vitres des bâtiments. C'est pas mal, non ? Par exemple, sur cette photo, la photo de Blausee, j'avais pas de premier plan. Et puis, en fait, il faut savoir que dans ce lac, il y a pas mal de troncs qui s'entrecroisent, etc. Et je me suis dit, si je mets le filtre polarisant, je vais pouvoir voir à travers l'eau. Je vais pouvoir enlever le reflet, en fait, et puis voir à travers l'eau. Et ce qui va me permettre, finalement, d'avoir ces troncs d'arbres en premier plan. Voilà. Donc en fait, ça te permet aussi de voir à l'intérieur de l'eau. Après, pour ce filtre polarisant, il y a deux autres utilisations qui sont assez intéressantes. C'est la suppression ou la réduction de la brume, tu sais, de ces voiles atmosphériques l'été. Alors ça, c'est vraiment pratique parce que quand tu es en plein été, parfois, certains jours, tu as une sorte de petite brume en fait devant les montagnes. Et puis ça te fait perdre un petit peu de contraste sur l'élément, en fait, sur ton arrière-plan. Il faut savoir que le filtre polarisant, tu peux l'utiliser justement pour réduire ou même complètement supprimer cette petite brume atmosphérique. Alors attention cependant, parce que cette brume, elle peut être particulièrement intéressante dans ta composition. Donc il ne faut pas forcément l'enlever. Même chose pour l'automne. Tu peux avoir aussi une petite brume d'automne qui donne cette petite couleur jaune en fait. Et dans ces cas-là, bien sûr, il faut... moi je te conseille de la garder ou de la réduire un petit peu, mais pas trop. Ensuite, encore... une autre utilisation du filtre polarisant qui peut être assez sympa, c'est d'augmenter la saturation de tes couleurs. C'est vraiment pas l'intérêt majeur de ce filtre, en tout cas en ce qui me concerne, mais voilà, c'est une action que tu peux utiliser avec ce filtre polarisant. Tu peux utiliser ça pour saturer un peu plus tes couleurs, donc voilà. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être fait dans Adobe Lightroom ou Adobe Photoshop plus tard, en post-traitement ou en développement. Donc, c'est pas vraiment le plus important de ce filtre. C'est pas pour ça que je l'utilise, en tout cas. Mais voilà. Par contre, je dois te prévenir aussi d'une chose, c'est que l'inconvénient majeur de ce filtre polarisant, c'est que si, dans certaines conditions, tu vas avoir un genre de vignetting, au niveau de ton ciel, par exemple, si tu as un ciel complètement bleu, le filtre polarisant à certains endroits va rendre ton ciel encore plus bleu. Tu vois, il va ajouter un petit peu de vignettage et puis il va te le rendre un peu plus bleu, un peu plus sombre. Et du coup, ça va créer en fait un genre de halo, si tu veux, sur ta photo. Donc fais bien attention, si tu vois ça, il va falloir que tu réduises un petit peu la polarisation de ton filtre. Tu peux le garder, mais tu vas devoir réduire quand même. Sinon, ça va se voir sur ta photo finale et c'est vraiment pas terrible. Alors, l'autre filtre intéressant pour la photographie de paysage, c'est ce qu'on appelle le filtre ND. En anglais, c'est Neutral Density et en français, c'est gris neutre. Alors, c'est un filtre en fait qui va réduire l'entrée de lumière dans ton appareil photo et donc sur ton capteur. C'est assez simple en fait. Donc, il en existe de plusieurs opacités si tu veux. Donc, j'en ai ici. Voilà. Voilà, donc ça se présente comme ça. Tu peux aussi avoir des filtres comme le filtre polarisant, donc des filtres circulaires. Ils ont plusieurs opacités et puis finalement ça va faire rentrer, en fonction de l'opacité, ça va faire rentrer plus ou moins de lumière sur ton capteur. D'accord ?
L'idéal, bon ça c'est un filtre de chez Nisi, donc normalement il ne change pas la couleur. Donc l'idéal c'est vraiment de ne pas changer la couleur bien sûr, parce que ce qu'on veut c'est simplement augmenter la durée de prise de vue, d'accord? Mais il faut savoir que tu dois te renseigner quand même, parce que certains filtres ont une dominante de couleur bleutée ou magenta par exemple. Et même si ça peut être corrigé en post-traitement ou en développement de la photo, c'est quand même mieux d'avoir un filtre en fait, qui donne pas de dominante de couleur. Ça te permet d'avoir une photo réaliste dès le début et puis moins de boulot au post-traitement. Tu peux avoir des filtres normaux comme ceux-là par exemple, ou alors tu peux avoir des filtres gradués. Et puis les filtres gradués, si tu veux, c'est que l'intensité du filtre va changer en fonction de la position en fait, sur le filtre. D'accord ? Ça peut être intéressant par exemple si tu prends la mer et puis que tu as des montagnes derrière, ou bien simplement le ciel. Si tu prends la mer et le ciel, un coucher de soleil, en fait ton ciel va être un peu plus sombre. L'inconvénient de ces filtres gradués, c'est qu'en montagne, tu risques d'avoir les sommets qui sont un peu plus sombres que le reste de la montagne. Tu vois ? Donc c'est pour ça que moi je préfère des filtres normaux en fait, des filtres en fait qui ont la même opacité partout. Voilà. Alors ça fonctionne avec un porte-filtre. Hein. Donc en fait, ça s'adapte ici sur le filtre polarisant comme ça. Voilà. D'accord ? Donc hop. Alors, l'intérêt de ces filtres, c'est quoi? En fait, l'intérêt de ces filtres, c'est super simple. C'est que, comme je te dis, ils vont assombrir une partie de ta scène, par exemple, si c'est un filtre gradué. En fait, ce qui se passe, c'est que le ciel, quand tu prends un coucher de soleil, le ciel est souvent trop clair par rapport au reste de ta scène. D'accord ? Donc si tu utilises un filtre gradué, par exemple, tu vas assombrir ton ciel et puis tu auras finalement un ciel avec plus de contraste, avec plus de couleurs, sans avoir besoin de faire du post-traitement. Sans avoir besoin de prendre deux photos. Tu vois, quand tu prends une photographie de paysage d'un coucher de soleil, par exemple, il y a une telle plage dynamique qui est différente, une telle plage dynamique qui est grande que tu vas devoir parfois prendre deux photos, une photo pour ton premier plan ou en tout cas pour tout ce qui est à contre-jour et une photo pour le reste, pour ton ciel. Et là, si tu as un filtre dégradé, tu vas assombrir ton ciel sur la même photo, donc une seule photo suffirait. Ensuite, on utilise aussi ces filtres ND, neutrale densité. On les utilise aussi pour faire des pauses plus longues, tu vois, pour allonger le temps de pause. Et puis en fait, qu'est-ce que ça t'apporte ? Allonger ton taux de pause, c'est super important si tu veux faire des photographies de cascade. Tu vois, si tu veux faire cet effet filet, parfois dans certaines conditions, tu peux pas le faire, tu peux pas réaliser parce qu'il y a beaucoup trop de lumière. Donc même en fermant au maximum ton capteur, même en fermant au maximum ton objectif, tu vas pas pouvoir utiliser une vitesse suffisamment lente, ce sera toujours trop clair. Donc tu pourras pas utiliser une vitesse suffisamment lente pour avoir un temps de pause élevé. Et puis du coup, tu vas pouvoir mettre un filtre ND sur ton objectif et c'est ça en fait qui va te permettre d'allonger ton temps de pause. Moi j'utilise principalement les filtres Nisi pour ça. Je ne suis pas sponsorisé non plus, rien du tout. Mais c'est juste parce que justement ils sont d'excellente qualité. Et puis je préfère largement utiliser un filtre ND plein, non gradué. Parce que justement j'ai pas envie... Comme j'habite en Suisse et puis que on a beaucoup de montagnes, j'ai pas envie de retraiter à chaque fois les différents retraiter à chaque fois le bout des montagnes, etc. Le point suivant, c'est ça, c'est la télécommande, le déclenchement à distance. Quand tu prends une photo et que tu cherches à générer le moins de vibrations possible, la première chose que tu fais en photographie de paysage, c'est que tu te mets sur trépied, d'accord ?
pour que la photo soit vraiment nette, aucun mouvement. Et puis tu utilises un déclenchement à distance, ou tu peux aussi utiliser le mode de déclenchement retardé disons 2-3 secondes, ça suffit, pour finalement provoquer le moins de vibrations possible. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dès que tu appuies sur le déclencheur, au niveau de ton appareil photo, tu vas provoquer des légères vibrations. Et finalement, si tu utilises un trépied, si tu achètes un objectif de qualité, si tu achètes un appareil photo de qualité, etc., c'est bien que tu veux la meilleure qualité pour tes photos. Donc si tu veux la meilleure qualité pour tes photos, il faut absolument que tu évites les vibrations. Et du coup, ce type de vibration aussi, tu dois l'éviter. Donc, je te conseille fortement d'utiliser un déclencheur à distance, ou alors tu peux utiliser le mode de déclenchement retardé. Donc 2 secondes, ça suffit. Moi, c'est ce que j'utilise souvent, parce que finalement, l'avantage que ça a, c'est que tu as déjà moins de matériel, tu vois. Comme je t'ai dit, objectif, appareil photo, enfin boîtier, trépied, etc. Ça pèse lourd, ça prend du poids. Et donc du coup, partout où tu peux diminuer le poids que tu utilises, ben mieux c'est. Je te conseille aussi, quand même, d'investir dans une télécommande de déclenchement à distance. C'est surtout pour le mode bulb. Avec le mode bulb, c'est idéal. Tu peux cliquer une fois et puis cliquer quand la photographie s'arrête. Tu vois, le mode bulb, je te rappelle que c'est pour les photographies de plus de 30 secondes. C'est-à-dire que tu appuies pour que la photo commence et tu rappuies pour que la photo s'arrête. Donc c'est idéal avec ça, parce que si tu appuies sur le déclencheur pour arrêter ta photo, ça va provoquer trop de vibrations. C'est aussi idéal pour faire des photos de plus de 30 secondes, parce que tu peux planifier, tu peux définir, configurer le temps, par exemple 1 minute, 1 minute 30 dans ta télécommande. Donc vérifie bien aussi que tu prends une télécommande qui te permet de faire ça. Tu peux aussi utiliser la télécommande si par exemple tu veux te faire prendre en photo sur la scène, etc. Tu peux déclencher à distance. Voilà. Donc achète quand même une télécommande à distance. Et puis je te mettrai d'ailleurs un lien dans la description ou dans l'article de télécommandes qui sont plutôt pas mal, enfin que j'utilise. Alors ensuite, le point suivant, c'est le sac photo. Ouais, j'ajoute en fait le sac photo sur le matériel de photographie de paysage, parce que pour moi, je considère que c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Voilà. Moi, j'ai investi, c'est pas mon premier sac, mais j'ai finalement investi dans un sac ProTactic 450 AW de chez Lowepro. Voilà, donc il est un petit peu vieux, donc il commence à s'esquinter un petit peu, à s'abîmer un peu. Mais voilà, c'est un super sac. Pourquoi le sac photo est important ? Tout simplement parce qu'en fait, quand on a du matériel de qualité, quand on commence à investir un petit peu dans le matériel de qualité, qu'on veut des objectifs de qualité, un boîtier de qualité, il faut savoir les protéger. Il faut savoir les protéger dans un sac qui vaut la peine. Donc moi, je te conseille quand même de ne pas prendre un petit sac plastique et puis de balader tes affaires dedans. Je te conseille aussi de prendre un sac qui est assez robuste, qui peut tenir les chocs, tu vois. Ça, c'est un sac assez robuste qui peut tenir le choc. Ça évite justement qu'il y ait quelque chose qui tombe dessus, ou si le sac tombe, qu'un de tes éléments casse, ou bien même tes filtres. Assez robuste aussi, pourquoi ? Parce que ici, tu vois, j'ai rajouté des lanières pour pouvoir ajouter le trépied. Donc c'est vraiment idéal finalement de pouvoir ajouter le trépied porter directement sur le sac. Ça allège un petit peu tout ce que tu as à porter. Voilà, moi j'ai même mis quelque chose pour finalement porter la gourde, tu vois. Donc vraiment super. Donc je te conseille vraiment d'utiliser un sac comme ça. Regarde aussi pour que le sac soit étanche, ou que par exemple ici, je peux sortir, tu vois, une toile imperméable du dessous du sac. Voilà.
C'est aussi super important, plus tu as de matériel, plus tu as besoin d'un bon sac, tout simplement pour ton dos. Parce que ça va être de plus en plus lourd. Et puis si tu as un mauvais sac, tu vas voir que tu vas avoir du mal à le porter et tu vas te faire des gros problèmes de dos, donc voilà. Ce qui est idéal aussi, c'est d'avoir plusieurs poches comme ça un petit peu partout pour les cartes mémoire, les batteries, toujours avoir plus qu'une batterie, hein, donc voilà, donc ça c'est idéal. Et puis après, l'avantage de ce type de sac, c'est que tu peux moduler à l'intérieur. Donc ça veut dire que finalement, tu peux régler en fonction du matériel que tu vas prendre. Si par exemple tu prends le téléobjectif, tu peux carrément mettre le téléobjectif dedans. Aucun souci. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais aborder un point important aussi, c'est les applications photo qui vont t'aider finalement dans ta pratique de la photographie de paysage. Alors, c'est des applications que tu vas pouvoir installer sur ton téléphone, parce que finalement, ton téléphone, tu l'as un petit peu partout. Alors, la première application que je trouve super, c'est Sun Surveyor sur Android. C'est vraiment une application super parce qu'en fait, ça te permet de savoir où le soleil se couche et où il se lève. Même chose pour la Lune, même chose pour la Voie lactée, quand elle est visible, etc. Et ça te donne aussi les heures exactes de l'heure dorée et des heures bleues. Tu sais que l'heure dorée et l'heure bleue, c'est approximativement 1 heure avant et après le coucher du soleil, mais c'est juste une approximation. En réalité, ça dépend des saisons. Bref, c'est une application super pour planifier tes photos et je te montrerai d'ailleurs comment planifier tes photos dans un prochain article et une prochaine vidéo, et tu verras que j'utilise justement Sun Surveyor pour faire ça. Ensuite, il y a une autre application qui est intéressante, c'est X8 Golden Hour. C'est aussi sur Android, c'est le même principe en fait que Sun Surveyor, mais je préfère quand même Sun Surveyor parce qu'elle est plus conviviale, etc. Donc je ne veux pas te présenter plus que ça, je te montre juste un print screen de l'application. Alors sur Apple, on a le même type d'application, ça s'appelle Photographeur Ephemeris. C'est la même chose finalement que Sun Surveyor, mais c'est sur Apple et c'est payant, je crois, il me semble. Donc voilà, mais c'est le même principe, planification aussi, soleil, quand il se couche, quand il se lève. Tu peux même savoir à quel endroit il est dans la journée, à n'importe quelle heure, etc. Après, ce que je te conseille vraiment d'avoir, c'est une application météo. Je ne vais pas te donner une liste ici des différentes applications météo. Ce qui est bien, c'est qu'il te faut une application météo qui va te donner en fait la météo par heure à la limite, ou éventuellement toutes les 3 heures, et puis qui soit le plus précise possible. J'utilise personnellement Météo Blue, parce que je la trouve pas mal et j'ai assez confiance en elle. Mais maintenant, c'est vrai que voilà, c'est pas toujours exact. Et puis, même la météo par heure, elle n'est pas exacte non plus. Ce qui est important, en fait, ici, c'est que tu aies une certaine confiance en la météo, parce que c'est important, en fait, de savoir quel temps tu vas avoir au fur et à mesure. Tu vois, si tu fais par exemple de la randonnée ou autre, le pire en fait ce serait qu'il t'arrive la même chose qui m'est déjà arrivé, c'est de te faire prendre en fait dans un gros orage, vraiment très gros orage. Crois-moi, ça fait bien peur, et puis je peux t'assurer qu'après tu fais attention. Quand tu as les éclairs un petit peu partout autour de toi, le tonnerre qui est juste monstrueux et qui résonne dans les montagnes, la grêle, je t'en parle même pas, et puis qu'après c'est tout recouvert de blanc, t'es trempé jusqu'aux os, le caleçon, tout, c'est clair qu'après tu fais attention. Alors ensuite, une application intéressante sur Android, c'est Hyperfocal Pro. Alors Hyperfocal Pro, c'est quoi? C'est une application qui va te calculer l'hyperfocal automatiquement pour toi et puis pour ton appareil photo en fait. J'aime bien cette application parce que finalement l'hyperfocale, tu vas pas la calculer toi-même, alors tu peux te balader un petit peu avec ton petit papier avec ton hyperfocale, mais voilà, c'est quelque chose en moins. Donc c'est plus pratique. Puis l'avantage en fait de cette application, c'est qu'elle te présente un petit schéma. Et sur ce schéma, tu vois
où tu as encore de la netteté et où tu n'es plus net. Donc en fait c'est vraiment visuel en fonction du réglage de ton appareil photo et tout ça. Donc ça c'est vraiment super, j'adore. Je te la conseille fortement et ça te permet aussi de comprendre où est-ce que tu dois faire ta mise au point et tout ça. Une autre application aussi qui est plutôt pas mal, c'est Clear Outside. Alors c'est une application en fait qui te permet d'avoir une prévision sur les différents types de nuages haut, moyen et bas. Alors si tu planifies en fait un petit peu ta photographie, ça peut être intéressant de savoir justement quel type de nuage tu vas avoir pour ton coucher de soleil, si tu vas avoir des nuages ou pas, est-ce que ces nuages vont se colorer ou ils vont pas se colorer, ils vont t'empêcher de voir le coucher du soleil, etc. Donc voilà, c'est à ça que sert cette application, elle va te permettre de connaître les différentes couches de nuages et du coup en fonction de ces différentes couches de nuages, tu vas pouvoir savoir quel type de coucher de soleil, si ça vaut la peine ou pas. Encore une application intéressante, c'est Skyview Lite sur Android. Skyview, comme son nom l'indique, c'est une application qui va te montrer les étoiles, leur position et leur nom. Et finalement, c'est idéal si tu veux photographier la Voie lactée, puisque tu vas savoir exactement où elle est. Même chose si tu veux photographier d'autres, des comètes, d'autres étoiles ou autres. Voilà, c'est le moyen idéal de savoir où est positionné dans le ciel les différentes constellations, la Voie lactée, les comètes, etc., etc. Évidemment, il y a encore beaucoup d'autres applications qui peuvent être intéressantes, mais bien sûr, ça dépend finalement de ton besoin. Tu peux trouver des applications qui vont te calculer le temps de pause nécessaire avec un filtre ND, c'est-à-dire que tu rentres par exemple le temps de pause sans le filtre et lui il va te calculer en fonction des réglages de ton appareil photo le temps de pause avec filtre. Donc ça peut être pas mal. Tu peux aussi trouver des applications qui vont te stocker tes spots photos préférés. À toi de voir si c'est ce que tu as besoin ou pas, mais n'hésite pas à m'écrire les applications que tu utilises en commentaire. N'hésite pas à poser aussi d'autres questions s'il y a des choses qui t'intéressent. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que tu penses de ces applications, donc n'hésite pas à laisser des commentaires. Maintenant, j'aimerais aborder encore un point qui est le petit plus en fait, qui est la tablette Wacom par exemple. Alors, au début, tu vas travailler tes photos avec Adobe Lightroom pour développer ton fichier RAW, ou bien avec Photoshop, etc. Je te conseille finalement de prendre une tablette Wacom. C'est quoi une tablette Wacom ? Alors, en fait, c'est tout simplement une tablette qui va te permettre d'utiliser un stylet. Et ça va te permettre en fait de réaliser ton post-traitement ou ton développement photo de façon plus naturelle. Pourquoi ? Parce que on est vraiment plus habitué de par l'école, de par notre travail, etc. On est bien plus habitué à utiliser un stylet, un stylo, pour faire des choses précises, que d'utiliser une souris. Et en fait, au début, ça va être un petit peu difficile d'utiliser le stylet pour pouvoir faire tes réglages, faire tes modifications. Mais je peux t'assurer qu'avec un petit peu d'entraînement, tu vas réaliser de meilleurs post-traitements, de meilleurs développements. Parce que finalement, tu vas faire quelque chose qui sera beaucoup plus précis. Voilà. Avec la souris, c'est toujours difficile d'avoir un trait assez souple, etc., etc. Donc je te conseille une tablette Wacom. Personnellement, j'ai une tablette Cintiq Compagnon qui est aussi de Wacom, mais l'avantage en fait c'est que c'est aussi un ordinateur. Donc ça me permet finalement de brancher à mon propre ordinateur pour pouvoir faire mon post-traitement, mon développement, etc. Mais ça me permet aussi de faire mon post-traitement directement sur cette tablette si je suis en déplacement. Voilà. Mais ça, c'est le petit plus. Alors au début, c'est clair, tu n'en as pas besoin, ça coûte quand même un petit peu, donc ne fais pas ça, n'utilise pas, mais par la suite, voilà quoi. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'a plu.
J'espère que tu as appris pas mal de choses et maintenant tu sais un petit peu plus ce que tu devrais, dans quoi tu devrais investir, comment choisir aussi un petit peu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ça m'a pris pas mal de temps quand même pour faire cette vidéo. Tu vois qu'elle est quand même un petit peu longue. Et puis ça n'a pas été évident en fait de rassembler toutes ces informations là et de te les synthétiser. Donc ce que j'aimerais bien en fait, c'est que tu me laisses ton avis un petit peu dans les commentaires, que tu me dises ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire si tu as d'autres matériels, s'il y a d'autres choses qui sont pas mal. N'hésite pas aussi, si tu as des questions, tu peux les poser directement en commentaire ou bien m'écrire un email si tu veux pas que tout le monde lise ta question. Mets un pouce en haut aussi pour m'encourager à continuer ces vidéos. J'essaie de te donner le maximum de contenu, le maximum de valeur, j'essaie de t'aider au maximum. Alors montre-moi que ça t'intéresse, montre-moi que ça te plaît et montre-moi que ça t'est utile aussi. Je te dis à bientôt. Je te souhaite une bonne semaine et puis prends des super photos. C'est l'été, le temps est pas vraiment là, la météo est pas terrible, mais profite des petites éclaircies et profite surtout de tes vacances pour faire des super photos. N'hésite pas non plus à me les envoyer, à partager tes photos. Si tu as des questions, si tu as besoin de commentaires sur tes photos, de conseils, n'hésite pas, mon adresse mail est sur le site. Je te dis à bientôt, bonne semaine et on progresse ensemble. Ciao.